la discussion avec Sadia. Donc Sadia, qui es-tu en quelques phrases? Est-ce que tu peux te présenter? D'accord. Alors bonjour, je suis Sadia Touré, malienne. J'ai 23 ans et je travaille comme chargée de communication au sein d'une ONG de la place qui intervient un peu dans tout ce qui est santé de la reproduction, droits des femmes et des filles. Et en même temps, nous avons récemment créé avec des amis une association dénommée Mali Mousso, qui est bien sûr le résultat de plusieurs, on va dire, plusieurs constats, mais aussi le fait d'avoir travaillé ensemble dans quelques organisations. Donc, on s'est concerté pour créer cette organisation. Donc, Sadia n'est pas seule sur Mali Mousso. Donc, je suis avec des collaborateurs avec lesquels j'ai travaillé au Parlement et tout. Et je suis également, bon, je ne vais pas dire que je suis auteur réputé, mais je m'essaye quand même à l'écriture. Et donc, je m'essaye à l'écriture. J'ai un roman publié, voilà, qui a été publié en 2018. Donc, voilà, c'est un peu Sadia Touré. Bon, on va dire, je suis plus activiste, plus écriture aussi. Merci beaucoup, Sadia. Justement, alors avant d'entrer dans les questions justement, qui viennent du questionnaire de la plateforme dont on a parlé, Francophonie de l'avenir, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus justement sur les thématiques qui te sont chères et sur lesquelles tu écris dans ton blog notamment, ou également dans ton livre? Est-ce qu'il y a des sujets qui sont très importants, plus importants pour toi que les autres? D'accord. Bien sûr, tous les sujets, ce qu'il faut retenir, c'est que tous les sujets sont importants, sauf que il y a certaines priorités. Et donc, les sujets, j'ai été répondre au questionnaire. Et bien sûr, ce qui vient en premier, c'est la paix. Parce que sans paix, on ne peut pas parler de développement, on ne peut pas parler d'égalité, on ne peut... Donc, la paix, elle est extrêmement importante. La sécurité, la santé, parce que la crise actuelle vient de nous montrer qu'on s'est trop concentré sur d'autres domaines et on a un peu délaissé la santé. Donc, elle est prioritaire. Et après, bien sûr, ce qui vient, c'est l'égalité homme-femme, parce que on va dire que quand il n'y a pas de justice ou quand il n'y a pas d'égalité, il y a beaucoup d'injustice. Donc, l'injustice crée beaucoup de maux de la société. Donc, voilà, moi, je pense que pour une paix, pour pour la paix, pour la sécurité, il faut bien sûr que voilà, les hommes soient libres et égaux. Donc, moi, je pense que ça, c'est les thématiques qui sont plus importantes et surtout les numériques, parce que s'il n'y avait pas cette révolution maintenant, avec cette crise-là, je pense que ce serait très difficile de se connecter, même de travailler. Ok, merci beaucoup Sadia, c'est super clair. Est-ce que tu pourrais justement nous expliquer un peu, avec ton association et ton livre, comment tu œuvres justement dans chacun de ces thèmes pour faire évoluer les choses concrètement, et notamment, je pense à l'égalité homme-femme, qui est un de tes axes de travail les plus importants. D'accord. Alors, Mali Mousso, Mousso dans notre langue en Bambara, c'est femme. Donc, on va dire que j'ai beaucoup été dans tout ce qui est plaidoyer, tout ce qui est revendication et tout. Ça, c'était plus quand j'étais au niveau du Parlement national des enfants au Mali et aussi d'autres réseaux de jeunes. Et après, qu'est-ce qui ressort chaque fois? C'est qu'il y a tellement de politique, tellement de lois souvent. Certes, il y a aussi, on va dire qu'il y a beaucoup de manque de lois aussi par rapport à surtout l'excision. Et, voilà, mais le problème principal, c'est la pratique. Qu'est-ce qui se passe? C'est que tout le monde reconnaît que pour qu'il y ait égalité, la femme doit bien sûr être indépendante ou bien avoir une autonomisation. Mais quels sont les défis de cette autonomisation? Donc, c'est bien sûr la pratique ou c'est bien sûr l'éducation. Ça passe par la formation. Donc, c'est pourquoi Mali Mousso œuvre dans la formation et l'octroi des bourses d'études. Donc, ce que nous faisons, c'est que notre objectif dans une année, c'est-à-dire si toute cette crise finit et tout, on espère bien, donc juste l'entrée académique qui suit, c'est de pouvoir donner des bourses d'études aux jeunes filles qui vivent en milieu rural. Parce que elles aussi, je pense qu'elles ont droit aussi aux opportunités, tout comme en milieu urbain. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce domaine? C'est que les femmes n'ont pas toujours accès à l'éducation.
Et donc, il y a une petite minorité qui continue quand même d'aller jusqu'au baccalauréat. Et donc, qu'est-ce qui se passe après le bac? Eh ben, on reste au village parce que justement, il n'y a pas d'université dans les villages, il n'y a pas d'université dans les régions. Et même s'il y a des universités dans les régions, elles sont payantes. Donc, les parents préfèrent plus donner les filles en mariage plutôt que d'investir plus dans son éducation. Donc, nous, c'est pourquoi on s'est vraiment concentré sur cette petite cible-là, leur donner l'opportunité de venir dans la capitale, d'étudier. Et après, nous intervenons aussi dans l'insertion professionnelle. Récemment, nous avons lancé un appel, ce qui était un partenariat avec une boulangerie de la place. C'est qu'on vient de donner 3 bourses de formation à des jeunes femmes qui ont juste un niveau académique pas très avancé, donc dans la pâtisserie, 3 mois de formation, qui a été suivi bien sûr d'un stage. Donc, il y a ce projet-là et nous avons aussi fait un projet à Tombouctou qui consistait à former des jeunes filles entre 13 et 17 ans qui ne sont pas forcément scolarisées, surtout ce qui est storytelling. Ça, c'était plus pour avoir leur perspective, quels sont leurs rêves, leur avenir, quels sont en fait les rêves qu'elles se fixent et surtout, quels sont leurs vécus pour que nous puissions bien sûr réfléchir à comment les accompagner. Donc, Mali Mousson, on va dire que c'est plus de l'action, c'est la formation professionnelle et c'est l'éducation. D'accord. C'est super intéressant et effectivement, du coup, tu as déjà répondu à une question que j'avais prévu de te poser. C'était les domaines d'intervention prioritaires dans les années à venir. Donc là, je retiens la paix, l'éducation, l'égalité homme-femme et le numérique. Maintenant, si on va un peu plus, si on rêve un peu plus largement et si on profite justement de notre expérience un peu avec la crise du Covid, est-ce qu'il y a une chose en particulier que tu dois, enfin, que tu imagines devoir changer vraiment vite en urgence? Là, vraiment, je te demande une seule chose. Une chose que je souhaite changer tout de suite. Ouais, et C'est tu bien peux sûr, t'inspirer de ton expérience du Covid aussi, de la crise actuelle. c'est bien sûr la violence conjugale parce que en fait, il y a beaucoup de femmes. Certes, en Afrique, il n'y a pas eu le confinement total comme dans les pays occidentaux, mais il y a un autre problème auquel l'Afrique a été confrontée, c'est que déjà il y a un sous-développement et aussi il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas employés. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a beaucoup d'employés aussi à cause du Covid qui ont été mis au chômage technique. Et beaucoup aussi qui continuent de travailler mais qui ne perçoivent pas leur salaire. Et donc, dans notre société, ce qui se passe, et je le trouve vraiment très récurrent, c'est que la plupart des femmes dans les ménages ne travaillent pas, en tout cas une très bonne partie. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de revenus à la maison. Et quand il n'y a pas de revenus, ça retombe toujours sur madame. Donc, il y a ce problème qui est là. Il y a une hausse de la violence conjugale parce que justement, il n'y a pas de ressources. Donc, madame devient bien sûr le tambour de monsieur. Et après, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il n'y a pas d'accompagnement. Il n'y a pas de structure quand même efficace au Mali où on peut suivre les victimes de violences conjugales. Et même, il faudrait d'ailleurs que ces victimes-là puissent être d'accord pour s'affranchir en fait de leur bourreau. Donc ça, c'est quelque chose que je voudrais vraiment changer dans le futur, c'est que comment on peut créer des partenariats avec que ce soit la police, la société, pour que voilà, lorsqu'il y a un cas de violence conjugale, qu'on puisse en être informé et après que les autorités, au lieu d'accuser la femme, donc ça, c'est vraiment quelque chose que je voudrais changer tout de suite là. C'est hyper clair. On sent que ça vient du cœur. Il y a un grand cri. Du coup, pour la dernière question qui s'adresse qu'à toi, pour l'instant, évidemment, si vous avez des réponses, des choses à nous partager, n'hésitez pas. Pour répondre justement à tous ces besoins que tu cites, comment est-ce que tu penses que l'espace francophone pourrait en 2050 répondre justement aux besoins prioritaires des jeunes francophones? C'est quoi ton espace francophone rêvé en 2050? D'accord. En 2050, je rêve d'une francophonie. Certes, nous sommes une communauté d'abord très mobile. Il y a aussi l'appropriation de la francophonie. Surtout, je ne maîtrise pas trop les autres pays hors d'Afrique.
mais quand même en Afrique, surtout occidentale, surtout en Afrique subsaharienne, Afrique de l'Ouest, nous sommes une forte communauté et ce qui a, c'est qu'on s'approprie en fait la culture francophone. Et ça se sent souvent dans le dialecte, ça se voit souvent même déjà à Abidjan, ils ont un français très spécial. Donc, je pense que ça, c'est un peu des exemples d'appropriation de la langue. Et au-delà de la langue aussi, il y a une culture qui est là. C'est qu'à chaque fois, peut-être que les francophones voyagent parce que je suis bilingue et donc j'ai eu la chance aussi de participer à d'autres programmes d'échange dans des pays anglophones. Donc, on a une culture, peut-être, je ne sais pas, peut-être que c'est positif ou peut-être que c'est négatif, je ne sais pas, mais ça dépend de comment on l'aperçoit. Donc, c'est que, en fait, les francophones n'ont pas toujours l'estime qu'il faut, ou souvent on fait beaucoup de très belles choses, mais il y a cette culture qui nous appelle, qui nous rappelle toujours à l'humilité, à l'action, il faut faire ci, il faut te faire d'abord, il faut d'abord faire le projet, il faut... Alors que j'ai remarqué que dans l'espace anglophone, ce n'est vraiment pas ça. Donc, c'est plus, ils sont plus dans tout ce qui est pragmatique. Genre, ils ne font que parler souvent, et souvent, ce sont... donc, moi, j'apprécie ça, mais parfois, c'est positif, parfois, c'est négatif, parce que souvent, euh, c'est comme si la culture francophone, on nous demandait, en fait, on se sous-estimait. Et on a souvent peur de se confronter aux anglophones. Et pourtant, moi, je pense que 2050, c'est vraiment une communauté qui pourra dépasser ça. Une communauté qui... Euh, mobilité, bien sûr. Et qui dit mobilité dit une seule communauté. C'est qu'on ne va pas dire Sadia, elle est malienne, elle est ci, elle est juste francophone. Et je pense qu'il y a un blog, il y a déjà un espace qui contribue à ça. Je pense que Mamadou Ben, il est sur cette plateforme. Je suis aussi sur cette plateforme. Il s'agit des mondoblog. Donc, il y a presque... Je suis blogueuse sur cette plateforme-là. Et donc, c'est vraiment une plateforme où on partage presque tout. On écrit sur tous les sujets, que ce soit notre vision de la francophonie, notre vision du monde. Donc, moi, la francophonie, c'est d'abord de vivre ensemble, comment on pourra aussi impacter le monde, comment nous pourrons aussi nous ouvrir à d'autres frontières, à d'autres personnes, pour que voilà, d'autres personnes s'intéressent à la langue, d'autres personnes viennent. Parce que là, les francophones, ils aiment voyager, ils aiment apprendre, mais est-ce que nous donnons souvent l'envie aux autres aussi de venir apprendre ou de venir s'immerger dans notre communauté? Donc, 2050, c'est un peu plus de ça. Ce n'est pas que les pays francophones, mais comme on pourra aussi s'étendre pour que d'autres horizons aussi puissent s'intéresser à la francophonie. C'est super beau ce que tu dis. On espère que ça va se réaliser. J'espère. Ce que je vous propose du coup, vous qui êtes dans le public, là, on a 14 personnes avec nous. Sur la suite des questions, je vais poser la question à tout le monde. Sadia, tu ne vas pas répondre dès le début. On va d'abord attendre que certains parmi vous répondent dans le chat. Et ensuite, on fera réagir Sadia par rapport à vos réponses. Est-ce que Sadia, tu es encore avec nous? Je vois que la vidéo est en train de laguer un peu. Ah, il y a peut-être un tout petit problème côté Sadia, mais je vais quand même vous poser la question. Donc, est-ce que vous pouvez nous citer dans le chat une personnalité francophone qui vous inspire? N'hésitez pas à répondre dans le chat, soyez pas timide. Hier, pour information, avec Flavien, je n'ai pas envie de vous orienter, mais on a eu Jacques Chirac, Leïla Slimani et puis Nour, je ne me souviens plus de son nom de famille. Ouais, elle, je pense que tu pourras nous la retrouver. Donc, n'hésitez pas, tous les horizons sont les bienvenus. Donc, pour répéter la question, et donc vous êtes tous invités à répondre. Ensuite, on fera réagir Sadia. C'est est-ce que vous pouvez nous citer une personnalité francophone qui vous inspire? Ah, Felou Sarr. Super intéressant.
Aimé Césaire. Bamba Blandine d'Abidjan, on n'a pas eu ta réponse encore. Utilisateur non plus. Félix Houphouët-Boigny. Est-ce que Sadia va réussir à revenir? Simone de Beauvoir. On a plus de femmes aujourd'hui, du coup. Simone de Beauvoir. Sadia, reviens-nous. Où es-tu? Amadou en pâté bas. Bon, on aimerait bien avoir la réponse de Sadia, mais je pense qu'elle a un petit souci. Donc, en attendant qu'elle revienne, alors c'est intéressant parce que pour vous partager un peu les résultats justement du questionnaire de la consultation qui a lieu, en ce moment, donc le top 3 des personnalités francophones préférées sont Abdou Diouf. Alors, je l'ai vu, donc ça ne m'étonne pas qu'il revienne. La deuxième personnalité, c'est Léopold Sédar Senghor, donc il a été cité également. Et puis, la troisième personnalité, c'est Emmanuel Macron. Donc, il y a quand même au moins 2 sur 3 que vous avez repris vous-même. Abdou Diouf est même arrivé 2 fois dans le chat. Alors, du coup, peut-être, est-ce que quelqu'un qui a dit Abdou Diouf peut nous expliquer un peu pourquoi? Parce qu'en plus, Sadia n'est pas là. Donc, est-ce que peut-être Oumar ou Ablay voulez activer vos micros et nous expliquer pourquoi vous avez choisi cette personnalité? Allô? Ah, Sadia est de retour. Désolée, la connexion. Non, t'inquiète pas. T'inquiète pas. On en profitait justement pour demander, parce que du coup, les personnalités qui ont été évoquées pour l'instant, c'est Félouine Sarr, Aimé Césaire, Félix Houphouët-Boigny, Simone de Beauvoir, Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire encore une fois, Abdou Diouf et Amadou Hampâté-Bâ. Et avant de t'entendre, je voulais juste avoir soit Ablay, soit Oumar qui nous explique pourquoi Abdou Diouf, parce que c'est la personnalité qui revient le plus, même dans le questionnaire de la consultation. Donc, est-ce que l'un de vous veut parler, peut-être Oumar? Alors, je vais essayer. Ouais. En fait, je suis en train de suivre le débat, bien que n'étant pas jeune. Tu as le droit. Mais bon, alors c'est parce que je suis un peu je suis dans la plateforme le comité comment on appelle ça? Le comité d'orientation. D'accord. Okay. Donc, je suis en train de suivre pour peut-être me faire quelques idées de comment les jeunes réagissent. Mais puisque vous voulez des éléments de réponse par rapport à la proposition, alors moi je dis que Abdou Diouf, parce que d'abord je suis un Sénégalais. Ah. Mais, vous savez, l'État du Sénégal a été créé par Léopold Sédar Senghor. C'est juste après l'indépendance. Il a fait 20 ans pour mettre en place donc un État. Mais Abdou Diouf a consolidé l'État de droit au Sénégal et a mis en place toutes les structures d'un État moderne. Le rôle d'Abdou Diouf est d'autant plus important que ce sont après, ceux qui viendront après n'ont pas en fait travaillé dans le même sens. Puis à regarder un peu la société sénégalaise, il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas normalement parce que simplement, ceux qui sont venus après Abdou Diouf n'ont pas été ses dignes continuateurs. Je parle sur le plan en fait de l'organisation de l'État. C'est un peu ça qui fait que, bon, pour nous, et encore, bon, j'ai eu l'occasion pendant qu'Abdou Diouf était président de la République. J'étais en fait en activité, d'abord étudiant, ensuite en activité. J'ai eu l'occasion de voir un peu certaines réformes majeures qu'il a engagées. Et aujourd'hui encore, c'est ce qui arrive rarement en Afrique, quand on finit d'exercer le pouvoir, qu'on ait une même aura, une même considération dans son pays.
Abdou Diouf, c'est quelqu'un Impressionnant. qui a transmis, en tout cas, l'État du Sénégal dans des conditions de paix et de sécurité, dans des conditions apaisées, après donc des élections qu'il a perdues. Et il est toujours, en tout cas, le bienvenu au Sénégal. Ça aussi, ce n'est pas très souvent les présidents en Afrique, quand ils quittent le pouvoir, bon, il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de problèmes, et très souvent, ils ne peuvent même pas revenir au bercail. Donc, Abdou Diouf n'est pas de cela. Nous pensons effectivement, je pense que c'est quelqu'un qui a une forte personnalité et qui plus est a été secrétaire général de la francophonie. Oui, donc, là, exactement. Les gens le alors citent, tout ce d'ailleurs. travail qu'il a fait dans le cadre de la francophonie, j'estime que, en tout cas, dans ce cadre-là, c'est quand même une personne qui m'a fortement, en tout cas, disons, marqué. Ok. Voilà, je m'excuse, comme je le dis, je suis un senior, mais c'est Non, juste mais c'est pas interdit. c'est beaucoup réservé aux jeunes qu'aux adultes de mon âge. Donc, voilà. Merci, Non, madame. merci à vous. D'avoir donné la parole. Avec plaisir. C'est OK, c'est bon pour l'intervention de Daouda, je crois. Oui, alors peut-être juste en quelques mots, parce que pour qu'on puisse retourner à Sadia ensuite. Donc, vas-y, dis-nous. Non, c'est bon, c'est justement par rapport à Abdou Diouf, je peux dire, au-delà de ses qualités politiques, moi, je parle Abdou Diouf en tant que secrétaire général de la francophonie. D'accord, oui, effectivement. J'ai aimé à comprendre la francophonie, à apprendre la francophonie avec la personnalité d'Abdou Diouf. Vu qu'il est doux, c'est un intellectuel hors pair, il fut président, c'est un politicien vraiment chevronné. Et du coup, vraiment, il m'a façonné lorsqu'il était secrétaire général de la francophonie. C'est à travers vraiment son mandat que j'ai eu à comprendre, à aimer. Qu'est-ce que c'est exactement la francophonie, à aimer cette institution en quelque sorte, quoi. C'est pourquoi moi, bon, ma personnalité de référence, c'est vraiment Abdou Diouf. C'est pourquoi j'ai eu à mentionner son nom et il m'inspire toujours en quelque sorte. Ok, merci beaucoup, Ablay. C'est hyper intéressant. Alors, je me rends compte qu'on a à nouveau perdu Sadia, mais du coup, c'est pas grave. On va la question suivante. Ah, elle est revenue. Sadia, tu es là. Tu nous entends, Sadia? Oui. Ok, ça marche. Est-ce que toi, tu peux nous partager la personne à laquelle tu avais pensé dans la personnalité francophone qui t'inspire et peut-être réagir aussi aux réponses des autres? D'accord. Pour les réponses pour les autres, j'ai pas bien suivi parce que ma connexion m'avait lâché encore. Oui, moi, par exemple, j'avais mis dans le questionnaire, j'avais mis Nabou Fall. Nabou Fall, elle est ivoirienne. Elle est chef d'entreprise et elle est, on va dire, elle est coach, elle est écrivaine. Son livre porte sur, le titre c'est Évasion virtuelle. Donc, c'est une dame que j'apprécie beaucoup, que j'ai rencontrée à quelques reprises à Bamako, mais également aussi à Abidjan. Donc, moi, j'avais pensé à elle. Je n'avais pas pensé aux figures emblématiques. J'avais juste pensé à mon entourage près, à celles qui m'inspiraient et tout. Donc, par rapport aux réponses des autres, peut-être je te demanderais de me faire un petit résumé parce que ma connexion m'avait lâché. Oui, pas de souci. Alors, on a pour l'instant donc Abdou Diouf 2 fois. On a Felwine Sarr, Aimé Césaire 2 fois aussi, Félix Houphouët-Boigny, Simone de Beauvoir, Léopold Sédar Senghor, Amadou Hampâté-Bâ. Et il y a un deuxième plus 1 pour Aimé Césaire et Amadou Hampâté-Bâ. Donc, les écrivains aussi sont forts. Simone de Beauvoir, toute féministe. Ouais, ça c'est Fatima, je crois. Oui, c'est Fatima. Donc, oui, et Amadou Hampâté-Bâ aussi, ses écrits sont pleins de sagesse. Felwine Sarr aussi, il est inspirant. Surtout, j'ai beaucoup aimé, il y avait l'affaire Rokia Traoré, donc j'avais beaucoup aimé ses écrits et aussi tout récemment, je pense qu'il a publié une revue par rapport à l'impact du Covid sur l'Afrique. Donc, ça, c'est Felwine Sarr, bien sûr. Donc, j'apprécie beaucoup ses écrits aussi. Et Simone de Beauvoir, c'est bien sûr, on va dire, la figure figure emblématique de toutes les féministes. Totalement. Effectivement, Felwine Sarr aussi participe par de nombreux ouvrages à tout ce qui est afrofuturisme, projection un peu positive de l'Afrique du futur. C'est super intéressant. Julie nous partage en particulier l'aventure ambiguë de Amadou Hampâté-Bâ, qui est un livre qu'elle a beaucoup aimé.
Je vois un commentaire de Julie qui vient de mettre le titre je pense. Donc, à ajouter aussi, attends, je ne sais pas comment commenter. Attends, je commence. Il faut aussi ajouter le deuxième sexe de Simone de Oui, Beauvoir. tout à Et fait. aussi, j'apprécie beaucoup Fatou Diom aussi. J'ai lu beaucoup de ses écrits. Fatou Diom, la Sénégalaise. Donc, je profite pour faire un coucou à tous les Sénégalais. Ce que j'apprécie plus chez elle, c'est pas que sa franchise, c'est aussi, en fait, comment elle prend certains sujets assez sérieux, certes. Je crois que Allô? ton micro s'est coupé sur la dernière phrase. Ah, je disais qu'elle est très inspirante aussi, Fatou Diomé, et aussi son regard, en fait, et la métaphore qu'elle fait, en fait, entre l'immigré et puis les parents d'immigrés. Et en fait, elle fait une métaphore entre ces deux et les relations entre l'immigré, en fait, et ses parents restés en Afrique, et l'Afrique et l'Occident. Donc, elle fait une métaphore entre ces deux, j'aime beaucoup, et un peu tout ce qu'elle pense, en fait, par rapport à la question, on va dire, juste des droits humains et tout. Donc, elle est très inspirante aussi. Merci beaucoup pour ce partage. N'hésitez pas si vous avez des questions spécifiques à Sadia, on va les prendre dans les 5 dernières minutes qui restent. Hein. Donc, c'est l'occasion hein, sur son parcours, sur ce qui lui a donné envie d'agir, son association. Donc, n'hésitez pas, c'est aussi l'occasion. Mais peut-être avant cela, on va rejouer un petit jeu encore avec vous en vous demandant, Sadia, tu joues aussi, quels sont les 3 premiers mots qui vous viennent en tête lorsque vous pensez à la francophonie? Donc, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et ensuite, on te laissera, Sadia, aussi réagir avec les tiens. Donc, c'est à vous, là. On attend que vous répondiez dans le chat. Donc, je rappelle, quels sont les 3 premiers mots qui vous viennent à l'esprit lorsque vous pensez à la francophonie? Ok. Alors, on a déjà Afrique, expression québécoise, union. Éducation, de Mamadou. Libre ensemble. Partage. Je ne parviens pas à commenter. Mais c'est pas grave, toi, tu pourras le dire à l'oral. T'inquiète pas. Libre ensemble. Libre ensemble de Sadia. Là, on a talent, union, partage de utilisateur qui est venu par Facebook. Merci, utilisateur. Fatima, dialogue des cultures, espace commun, vivre ensemble. Toi, tu disais libre ensemble, c'est ça? Ou vivre ensemble? Ouais. Ok, intéressant. Valeurs communes. Donc, tu peux nous partager. Donc, allez, je vous relis à tous les mots et ça dit après, on t'écoute sur tes mots à toi. Et ensuite, on prendra les questions qui te concernent sur ton parcours, etc. Donc, jusqu'ici, on a donc, les mots qui viennent Afrique, expression québécoise, union, éducation, partage, talent, union, partage, dialogue des cultures, espace commun, vivre ensemble, valeurs communes, solidarité, langue commune, échange des cultures et éducation, communauté de langue, partage de bonnes pratiques. Et toi, Sadia, quels sont tes 2 autres mots? Donc, on a entendu libre ensemble. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, libre ensemble, communauté, vision, partage aussi. Et ça renvoie effectivement à ce que tu nous disais tout à l'heure sur la mobilité, sur ce besoin de mobilité et de partage à venir. Il y a les mots avenir, joli avenir. Avenir surtout. Dialogue des cultures. Donc, je commence déjà à avoir des petites questions pour toi spécifiques. On va commencer à les traiter. On se donne encore 5 minutes sur ces questions-là. Donc, vraiment, n'hésitez pas à nous les envoyer. La première qui te vient de Julie te demande quel est ton rapport à la francophonie? En quoi ça t'inspire dans ton travail d'écriture? Un peu la francophonie, ça.
D'abord, la langue, c'est le français, c'est bien sûr la première langue officielle du Mali. Donc, on l'apprend vraiment dès le bas âge. On écrit et après, on découvre que je pense pas que c'est de l'acculturation, mais après, il se trouve que même dans notre langue maternelle, on glisse chaque fois un peu du français et tout. Donc, je pense que dans mon travail d'écriture, la question ne se pose même pas parce que c'est le français que j'ai appris en premier et c'est le français que j'ai appris à maîtriser avant même ma langue maternelle. Donc, ça, c'est un peu, on va dire, c'est mon rapport en tout ce qui concerne l'écriture avec la langue française. D'accord. Et est-ce que du coup, il y a des ponts entre les deux langues, ta langue maternelle et le français? Est-ce que tu modifies un peu la langue française pour rajouter des expressions qui viennent de ta langue maternelle? Comment est-ce que ça devient Bien un sûr, pont aussi? dans certains de mes écrits, par exemple, on a des expressions ici dans la langue maternelle, donc qu'on glisse souvent parce que souvent c'est assez difficile. Ou bien quand on essaie de le traduire en français, ça donne carrément autre chose. Donc ça fait aussi, on va dire, un effet de style aussi, donc dans l'écriture, le fait de mettre ça. Et après, la personne qui n'a jamais été en contact avec ma langue maternelle à moi peut te dire, mais attends, c'est quoi? Donc, dans le livre, juste en bas, on met bien sûr que c'est une expression utilisée au Mali et tout. Et donc, on met bien sûr ce que ça veut dire réellement et non la traduction terre à terre en français. Donc, on va dire que ça, c'est un peu le pont qui s'éclaire souvent lorsque on s'amuse à écrire et tout. Et ça amène un peu, comment dire, c'est un exemple. Je ne sais pas s'il y a des. Je pense Mamadou est là, il comprend Bambara. Donc, quand on dit par exemple Furusiri, donc Furusiri, quand on veut traduire terre à terre en français, c'est le mariage. Furusiri, c'est mariage, c'est sceller le mariage. Ça, c'est la traduction. Et terre à terre en français, ça donne attachement d'estomac. Donc, souvent, dans notre travail d'écriture, on met ça, on peut mettre la traduction littérale et après, en bas, on met la version, on met, comment dire, le vrai sens pour que voilà, le lecteur puisse se retrouver. Donc ça, c'est un peu le point qui peut se jouer entre la langue maternelle et puis le français. C'est hyper intéressant l'exemple que tu donnes sur les estomacs qui sont noués. Et j'imagine qu'il doit y avoir des mots d'ailleurs qui ne sont pas possibles à traduire du bambara vers le français et inversement. Est-ce que tu as des exemples, par exemple, dans l'autre sens peut-être, du français vers le bambara? C'est pas facile, hein, mais... Je ne sais pas si c'est possible ou si c'est parce que moi, je ne le connais pas, mais il y a tellement de mots qu'on utilise ou qu'on emprunte dans notre langue et que moi, je ne connais pas en français. Par exemple, même tomate. Tomate, vous verrez que tous les Maliens, que ce soit vraiment les autres langues, parce qu'on a plusieurs langues aussi. Donc, il y a beaucoup de langues où les gens disent chaque fois tomate, tomate, tomati, mais avec notre dialecte, tomati ou un truc comme ça. Donc, et le charbon, c'est pareil. Il y a des gens qui disent charbon, c'est pareil. Donc, je ne sais pas en fait c'est quoi l'essence même dans ma langue à moi. Et inversement, je ne suis pas trop bambara. C'est pourquoi j'ai dit ça que j'appartiens vraiment à la communauté francophone. Parce que je me retrouve, on va dire, un peu plus dans le français même que dans ma langue maternelle et tout. Certaines expressions, oh là là, ça c'est... Ok. Ma langue maternelle, c'est le songhai. Mais en fait, le bambara, c'est la langue qui est plus utilisée. Je suis du nord de Tombouctou. Donc, je parle un peu le songhai. D'accord, ok. Et Julie, effectivement, te demandait aussi. Ah, pardon, vas-y. Ah oui, c'est ce que je lisais en fait. Moi, je lisais directement les commentaires et je répondais. Oui, non, mais très bien, non, mais c'est parfait. C'est parfait, tu me fais gagner du temps, c'est génial. D'accord. Mais ce serait intéressant, effectivement, Julie demandait, tu peux nous donner des expressions typiques en bambara ou en zoraï, enfin, l'un ou l'autre, hein, mais des choses des un peu typiques. expressions. Mamadou. Mamadou, tu peux désactiver ton micro et nous Mamadou partager des est choses. dépanné parce que les Koulibaly, c'est eux qui ont vraiment l'art de la parole. Donc, T'as la pression maintenant, Mamadou. les expressions.
expressions. Ouh, c'est difficile, hein? Sauf que tu seras d'accord avec moi que mon niveau de Bambara n'est pas aussi top. Si tu veux que je te parle de Djoula, je peux bien essayer, mais les expressions au Mali qui sont en lien avec, c'est ça? En français, avec le français, c'est ça? Non, pas forcément. Des expressions un peu Pas typiques forcément. peut-être. Ah ouais, Juste mais il pour y a qu'on tout, ait il y une a tout idée. ce qui, il y a tout ce qu'il y a comme langage de jeune, en fait. Quand je me baigne, ça veut dire comment est-ce que ça va, au Kelendo, on est ensemble. Ah, c'est vrai. Voilà, les jeunes ont développé tout un lexique pour pouvoir, souvent tu trouves un peu de français mélangé au Bambara, mais c'est une manière, une expression purement jeune. Souvent, les vieilles personnes ne s'y retrouvent pas. Et quand ils se croisent dans la rue, c'est, voilà, Abedi, que le chanteur C'est Mamadou Nkache, Ah oui, voilà. Gati peut Abadi. Bah oui, ajouter oui, ça. oui, tout le monde connaît même. Il y a Padobea. Du genre, ça, c'est pour demander, en fait, est-ce il y a une nouvelle pour moi? Padobea. Donc, c'est juste un pas, par exemple, en français, c'est un pas. Mais quand on te dit Padobea, c'est pour te demander, est-ce que tu as une nouvelle pour moi? Est-ce que tu as quelque chose pour moi et tout? Donc, c'est des expressions qu'on utilise entre jeunes aussi. Merci, Mamadou. Non, c'est hyper intéressant. Et effectivement, ce qui est drôle, c'est que parmi les expressions que tu citais, il y en a qui se retrouvent dans le rap français. Oui. Et donc, finalement, on les connaît tous, quoi. Enfin, même Mm. sans savoir ce que ça veut dire. Donc, c'est super intéressant. Je vous partage aussi ce que dit donc Mehdi. Donc, juste pour partager, un peu pareil en Côte d'Ivoire, l'emprunt de plusieurs mots dans les ethnies forment le nouchi, qui se mélange avec le français. Donc, c'est ce que tu évoquais effectivement tout à l'heure, Sadia, quand tu parlais de Côte d'Ivoire. Et puis Mamadou, tu partageais aussi, donc récemment on a vu un débat houleux sur le féminisme sur la toile au Mali. Quelles sont les difficultés rencontrées par les jeunes activistes? Merci pour cette question parce que je pense Mamadou, il suit un peu les... En tout cas, moi, dès que je vois un commentaire misogyne ou un commentaire à caractère, on va dire, qui essaye en fait de rabaisser la femme et tout, moi j'ai réagi immédiatement, on ne m'invite pas. Donc c'était assez houleux et il m'a fallu même faire une réflexion que j'ai publiée sur mon compte sur le féminisme en fait. Et qu'est-ce que les gens disent chaque fois? Ouais, voilà, vous les féministes, vous ne faites que parler de vos rapports avec les hommes, vous êtes dans un monde idéal à vous qui est vraiment loin de la réalité et tout. Donc, alors que il y a ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux et il y a aussi en fait ce travail qui s'est fait sur le terrain qu'ils ne voient toujours pas. Et donc, dans cette réflexion, qu'est-ce que j'ai essayé de dire, c'est que ce que les gens doivent comprendre par-dessus tout, c'est que le féminisme, c'est une conviction personnelle. Donc, on n'est pas féministe en fait pour sauver le monde et tout. Ça fait partie en fait, c'est notre conviction nous pousse à agir. Notre conviction nous pousse à faire des actions, à poser des actions pour l'amélioration des conditions de vie de nos sœurs. Mais encore une fois, c'est ce que ma réflexion, c'était encore ça. Je les ai montré qu'en fait, en nous demandant de vous dire sur les réseaux sociaux qu'est-ce qu'on fait concrètement sur le terrain, c'est comme si vous demandez à un musulman de dire la liste de ses bienfaits. Donc, en fait, c'est un peu pour dire que les bienfaits qu'on fait ou ceux qu'on pose en tant que féministe, les actes qu'on pose en tant que féministe, ce n'est pas pour se montrer, ce n'est pas pour... c'est une conviction qui nous pousse à agir, c'est une conviction et c'est un choix de vie. D'abord, le choix de vie, il est personnel. Moi, je décide que je suis féministe. Il y a beaucoup de pratiques que je refuse d'accepter dans ma société. D'abord, moi-même, je refuse de les accepter, je refuse de les subir. Et après, j'essaie de sensibiliser ma communauté sur ce qu'est le féminisme. Et comme je l'ai dit, c'est une question de choix. Le féminisme, c'est encore une question de choix. Ce que moi, je perçois en tant que féministe, ce n'est pas forcément ce que ma sœur malienne aussi, ce que je peux accepter, elle, féministe peut-être, aussi que moi, elle ne l'accepte pas. Donc, c'était vraiment rouleux. Et le problème, c'est qu'on va dire que le problème de la jeunesse malienne, c'est que souvent, on ne sait pas respecter le point de vue des autres et tout. Donc, à chaque fois qu'on essaie de défendre une position et tout, ça revient toujours à du clash, ça revient toujours à des insultes. Donc, c'est assez difficile. Et je pense le reste de la question, c'est est-ce que ça veut être féministe ou quoi? Excusez.
les difficultés rencontrées. D'accord. Par exemple, moi, j'écris beaucoup sur l'excision. C'est une pratique qui se fait au Mali et bien sûr dans beaucoup de pays en Afrique et tout. Donc, dans certaines communautés, il est vraiment impossible de dire ces mots-là. Et dans le livre, j'en parle. Et en fait, dans les sensibilisations et tout, les gens ne mettent toujours pas l'accent sur le plaisir de la femme. Et moi, dans le livre, j'ai dépeint cela. Et il y a beaucoup de gens, même pour la critique littéraire, on n'a pas critiqué littéralement le livre, mais on l'a critiqué parce que, bien sûr, on trouvait cela très audacieux de ma part dans une société comme le Mali et tout. Donc ça, c'est la première difficulté. La première difficulté, c'est que comment se faire accepter déjà dans sa famille et tout, avec ses idées, ses convictions et sachant que voilà, en fait, c'est comme si on ne voyait pas le monde de la même façon. Il faut chaque fois essayer d'expliquer, pas que ça ne doit pas se passer comme ça, mais que ce serait bien quand ça se passait comme ça. Donc, il y a vraiment ce problème-là il y a des difficultés qu'on rencontre, même des agressions souvent, quand on fait des séances de sensibilisation, surtout sur l'excision. J'insiste vraiment, l'excision et le mariage précoce, à certaines communautés, c'est vraiment difficile d'en parler. Mais la difficulté, c'est toujours, je pense que quand la cause, elle est noble, quand la cause, elle nous tient à cœur, moi, je pense que les difficultés, c'est juste les effets. C'est les effets qu'on ne souhaite pas, bien sûr, mais c'est des effets qui doivent se passer parce qu'un changement de comportement nécessite vraiment beaucoup d'étapes. Donc, le fait que certains soient agressifs, que certains passent par la force et tout, c'est juste le degré de compréhension du sujet qui pousse certaines personnes à agir comme ça. Mais comme je l'ai dit encore, quand il y a de la conviction, quand il y a de l'envie de changer les choses et tout, et que lorsque, en fait, la lutte, elle vient peut-être des ressentis personnels, donc on fonce, en fait. C'est hyper inspirant, ça donne envie de s'engager effectivement pour des choses concrètes. Et aussi, c'est intéressant ce dont tu parles, le fait que finalement, un des risques aussi, c'est d'être comment dire, pas stigmatisé, mais réduit à sa cause. Donc, par exemple, les gens qui ont critiqué le livre, non pas pour son contenu, mais plutôt qui l'ont très vite catégorisé dans sa cause, effectivement, c'est prendre ce risque-là, d'être très vite un peu résumé, alors qu'on a plein de choses à dire sur des sujets différents. Une dernière question peut-être à laquelle tu pourrais répondre, Sadia, c'est celle de Oumar, qui dit: comment votre organisation travaille avec les jeunes dans le Nord Mali afin de les amener à lutter contre le radicalisme? Si cela est, pouvez-vous nous partager quelques bonnes pratiques? Est-ce qu'on t'a perdu, Sadia, ou tu es toujours là? Je pense qu'on a perdu Sadia. Merci, Julie. On a perdu Sadia. Bon, c'est pas très grave. Alors, si on arrive à la récupérer à la fin, on la fera répondre à ta question, Oumar. Je voulais juste, du coup, vous remercier tous déjà d'avoir participé à cette causerie. Il y en aura d'autres. Il y en a une, d'ailleurs, la semaine prochaine, a priori lundi ou mardi, avec Chanceline Mevo-Wanou, qui est activiste béninoise. Donc, ne la ratez pas. Je vous ai partagé également dans le chat le lien de la consultation et aussi du questionnaire, donc n'hésitez pas à le remplir. Sachez que quand vous le remplissez et que vous nous laissez votre adresse mail, on est aussi capable de revenir vers nous de manière hebdomadaire pour vous présenter des ateliers qui sont prévus, les rubriques de la consultation, etc., etc. Et sachez également que parmi les engagements de l'OIF pour cette consultation, il y a le fait de partager les résultats en toute transparence, mais également d'inviter les jeunes les plus actifs à un événement de restitution et également sur des plateaux de télévision. Donc, les jeunes les plus actifs seront récompensés. Donc, on vous attend vraiment derrière votre écran et aux ateliers présentiels qui seront organisés. Avec plaisir. Les ateliers, ils auront lieu, il y en aura au moins un par semaine. Donc vraiment, on est très heureux si vous venez à tous les ateliers que vous pouvez.
Donc, je pense que Sadia a dû avoir un petit problème technique. Merci aussi à Mamadou. Du coup, tu travailles pour le même blog, c'est ça, que Sadia, c'est ça? Pardon? Ah, Sadia, t'es revenue, ok. Je pensais qu'il y avait des petits soucis. Ok. Donc, tu étais avec Mamadou fait partie du même blog que toi, c'est ça, Mondoblog. Oui, il fait partie du réseau. Ok, d'accord. Du coup, peut-être, là, j'étais en train d'expliquer un petit peu les prochaines étapes et à donner les liens. Peut-être tu pourrais répondre à une dernière question qui t'a été adressée. Ensuite, on va clore la causerie. C'était la question, c'est comment votre organisation travaille avec les jeunes dans le Nord Mali afin de les amener à lutter contre le radicalisme? Et si cela est, pouvez-vous nous partager quelques bonnes pratiques? Donc, c'est un peu la dernière question, si tu as quelque chose à dire. Ok. D'abord, le radicalisme, certes, en fait, il y a ça prend en compte beaucoup de thématiques. Comme je le disais, l'injustice et puis le fait qu'il n'y a pas d'égalité, ça pousse certaines personnes à se radicaliser et tout. Mais en fait, comme je l'ai dit, notre organisation, nous travaillons avec les jeunes, mais plus nous offrons, en fait, nous sommes comme intermédiaires entre les universités, les centres de formation et les femmes. Et notre cible, c'est vraiment les femmes, ce n'est que les femmes. Donc, parce que moi, je pense que, certes, je pense qu'il y a beaucoup d'associations, beaucoup d'ONG qui sont déjà en train d'œuvrer dans tout ce qui est sensibilisation contre l'extrémisme violent, pour l'autonomisation des jeunes et tout. Donc, c'est pourquoi nous, on s'est vraiment mis dans une dynamique où on dit, OK, c'est vraiment bien. Je pense que les femmes, les jeunes, tout le monde a vraiment assimilé qu'on a une place importante à jouer. Mais next step, c'est quoi en fait? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'ils soient vraiment autonomes? Donc, c'est pourquoi nous offrons en fait des formations professionnelles, des formations universitaires aussi. Donc, mais récemment, nous venons de faire un projet à Tombouctou, justement. Donc, c'est là peut-être c'était un atelier de storytelling et justement, c'était pas pour nous concentrer sur un thème. Donc, la méthodologie que nous avons utilisée, c'est qu'on a sélectionné 25 jeunes filles entre 13 et 17 ans de 3 localités de Tombouctou, 3 cercles de Tombouctou, Diré, Niafunké et puis la ville de Tombouctou. Donc, elles sont venues et parmi ces 25, il y avait 10 qui étaient non scolarisés. Donc, pourquoi c'était vraiment, ça nous tenait à cœur parce qu'on voulait qu'il y ait un mix entre celles qui a les opportunités d'aller à l'école et celles qui n'ont vraiment pas cette opportunité. Et aussi, parmi ces filles, il y avait des filles handicapées et tout. Il y avait beaucoup de femmes et beaucoup de filles aussi. Il y avait une fille maman. Il y avait une fille aussi victime bien sûr, du conflit du Nord et tout. Donc, pourquoi, en fait, cet atelier? C'était pour amener, en fait, tout de profils, on va dire, ou des différences autour d'une même table. C'était 5 jours d'atelier sur l'écriture, la peinture et la photographie. Donc, elles ont choisi, donc celles qui sont scolarisées sont parties naturellement en classe d'écriture. Celles qui ne sont pas scolarisées, on les a divisées entre les classes des peintures et des photographies. Donc, c'était vraiment des ateliers très pratiques où les matinées, on avait des sessions de réflexion, on avait des sessions, des thématiques justement sur le radicalisme, en fait, pourquoi, et aussi sur, en fait, le bonheur, la recherche du bonheur. En fait, c'est vraiment des sujets où on faisait de l'introspection et on travaillait plus sur ces jeunes filles-là. Et non, on ne les gavait pas de thématiques et tout, mais on travaillait plus sur le mental de ces jeunes filles-là. Et on travaillait à ce qu'en fait, elles ressortent les émotions qu'elles avaient gardées en elles. Et après, à la fin, elles ont fait beaucoup d'expressions, beaucoup ont écrit des poèmes, beaucoup ont fait des dessins. Je peux peut-être partager à Hajar après des photos qu'elles ont prises. Et donc, la vidéo du projet est en montage. Donc, et aussi, elles ont fabriqué un petit livret. C'est comme un manifeste, en fait, des filles. Donc, on a fait un petit truc où on a combiné, en fait, ce que ces filles-là ont fait. Donc, c'est un truc de 25 pages où on a combiné les photos que les filles qui étaient participantes en photo,
celles qui ont fait la peinture et celles qui ont fait l'écriture. Donc, on a essayé en fait de mettre ensemble et on a distribué ça aux partenaires. Donc, la vidéo, elle est en cours de montage, mais c'était vraiment... Peut-être Mamadou Ben a vu les images et franchement, moi, j'étais étonnée par ces filles-là et aussi par leur vécu. Et la plupart, on a aussi essayé de faire... on a vu un peu l'orientation qu'elles se donnent dans le futur et la plupart veulent travailler, bien sûr, en tant qu'avocate ou travailler à être... ou en fait créer en tout cas une structure pour aider les enfants et surtout ceux victimes de viol et parce qu'il y en a beaucoup aussi dans la famille qui ont été victimes de viol. Et pourquoi sur les 25, il y avait au moins 20 qui voulaient être avocates. Donc, on a demandé pourquoi. Et c'est justement parce qu'elles veulent se rendre justice, elles veulent rendre justice à leur famille, elles veulent rendre justice à quelqu'un qui a subi une injustice dans la famille. Donc, c'était vraiment ça, c'était, comment dire, les indicateurs que nous, on recherchait lors de ce projet-là pour voir, en fait, quel est comment elles voient le futur, comment elles perçoivent le futur par rapport lors de cette session. Donc, ça, c'est un peu des petits ateliers que nous faisons, plus sur la cible. Vous avez vu que c'était une cible très jeune. Mais pour une autre cible, ça, c'est plus vraiment la formation professionnelle et universitaire. D'accord. Bah, merci beaucoup, Sadia, vraiment pour tout ce que tu as pu raconter, toutes tes expériences et ton engagement. Je me joins aussi aux différents participants qui te remercient. Souleymane, bravo, Sadia connue et reconnue au Mali comme une jeune dame engagée. Également Cissé, qui du coup, parle des cibles qui sont certes des filles et des femmes, mais elles peuvent pourtant jouer un rôle crucial dans la lutte contre le radicalisme, étant sœurs, épouses et mères des jeunes qui rejoignent les groupes armés radicalistes. Donc, ce qu'on va vous proposer, en tout cas à tous, c'est n'hésitez pas aussi à déposer toutes les idées que vous venez de partager là, qui sont super intéressantes les unes et les autres, sur aussi la section débat de la consultation. Donc, je vais partager le questionnaire, mais en fait, il y a aussi une rubrique débat avec plusieurs thématiques. Donc, n'hésitez pas aussi à aller participer parce que ça nous permettra en fait, d'arriver petit à petit à des propositions concrètes et tout ça sera mis dans une synthèse qui sera remontée au chef d'État. Donc, c'est aussi un moyen de faire passer vos messages et vos priorités. Donc, n'hésitez pas. Donc, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle causerie avec une nouvelle personnalité francophone. Sadia, tu es la bienvenue aussi. Merci. Sinon, répondez au questionnaire et laissez votre mail d'une manière générale pour qu'on puisse vous inviter à tous les ateliers qui sont prévus, vous tenir au courant des actualités de la consultation. Et puis, on sera ensemble jusqu'au 17 juillet. Donc, c'est une aventure qui ne fait que commencer, la Francophonie de l'avenir. Merci à tous. Merci Bonne soirée. beaucoup. Merci, Sadia. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Vous pouvez enlever les micros et dire au revoir. Là, c'est bon. Au revoir.